Micha me dit, ne serait-il pas raisonnable de laisser Laurent Blanc travailler enfin sereinement avec son groupe, désormais arrêté, et de fait au complet, qui d'autre que lui pour se retrousser les manches? Alors j'ai choisi cette question avec pas mal de mauvaise foi, hein, puisqu'il y en a plein qui me réclament, qui me disent Blanc jusqu'à quand? Moi, je veux bien qu'on vire Laurent Blanc, mais bon, il fallait déjà virer Rudy Garcia, il fallait déjà virer Peter Bosz. Finalement, c'est toujours l'entraîneur qui saute, les joueurs restent les mêmes, et les problèmes et les défauts restent les mêmes. Donc, je suis pas du tout certain que mettre un autre entraîneur à la place de Blanc changerait quoi que ce soit au rendement de l'OL. Maintenant, la vraie question, c'est quel est le degré de motivation de Laurent pour relever ce défi. Voilà, il est évident qu'il n'a pas toutes les cartes en main, qu'il n'est pas le seul à décider. Mais ce qui est évident, c'est que pour moi, changer d'entraîneur serait inefficace. Mais bon, comme je le dis toujours avec beaucoup de franchise, Laurent est mon ami et je suis pas totalement objectif avec lui. Plamp 9. Comment expliques-tu ce début en fanfare de Messi à Miami? Faible championnat ou meilleures conditions psychologiques ou les deux? Merci. Alors, meilleures conditions psychologiques, c'est possible. Hein. Il est certainement beaucoup plus heureux à Miami qu'à Paris, parce qu'il retrouve peut-être des conditions qui le rapprochent plus de Barcelone, la mer, le soleil, et une certaine forme de tranquillité, toute relative, mais enfin quand même. Donc voilà, peut-être à ce niveau-là. Après, je n'ai pas du temps à perdre pour regarder un match de Miami en entier, mais c'est vrai que les buts qu'on voit de Messi, quand on voit comment c'est défendu sur lui, c'est presque risible. J'en suis presque à me demander si on ne demande pas aux autres équipes adverses de laisser marquer Messi pour que le championnat, voilà, pour qu'il y ait des highlights partout dans le monde de la MLS et de Messi. Benjamin Meunier. Comment expliquer que Lorient parvienne à signer des noms, Mendy, Bakayoko et tenter d'autres, Van de Beek, alors que la Ligue 1 n'est pas réputée comme attractive? As-tu des infos sur leur méthode? Je veux dire, Mendy et Bakayoko, je pense pas qu'il y avait grosse bagarre pour les recruter. La balance des transferts de côté lorientais, elle est évidemment très excédentaire, ce qui leur permet certainement d'envoyer des salaires conséquents. Donc voilà, c'est des joueurs où il n'y a pas de transfert à payer, donc tu peux peut-être payer ça, peut-être mettre une belle prime à la signature ou un bon salaire. Je pense pas que Lorient puisse encore être classé dans la catégorie des clubs totalement sans moyens. Mais c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup et très bien vendu. Vince me dit la période du mercato d'été n'était pas trop longue. Pourquoi ne s'ouvre-t-elle pas le lendemain de la dernière journée de championnat et ne ferme pas la veille de la première journée de la saison suivante? Parce qu'il faut une harmonie européenne, je dirais même avec l'émergence de l'Arabie Saoudite et peut-être même derrière du Qatar. Il faudrait une uniformisation de la FIFA sur des dates, peu importe le début et la fin de ce mercato. Ce qui compte, c'est que les dates soient les mêmes pour tout le monde. Franck me dit bonjour Pierre, Rennes souffre offensivement, mais que penses-tu de Brest à ce niveau? Mais encore une fois, j'ai été très étonné que beaucoup expédient directement Brest en Ligue 2, parce que c'était faire fi de leur très belle fin de saison l'année dernière avec Eric Roy à leur tête. Voilà, ils ont fait, pour l'instant, ils n'ont fait que des bons matchs, puisqu'ils ont gagné contre Lens, ils ont gagné au Havre, ils ont perdu certes à Marseille, mais en faisant plutôt un très bon match, et qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour obtenir un point contre une équipe de Rennes, c'est vrai, très décevante. Donc bravo à Brest, qui est, je le rappelle, la ville de mon enfance.
Anatole du 49, pensez-vous que les matchs de Ligue 1 sont les plus compliqués à pronostiquer parmi les 5 grands championnats? Merci de venir à mon secours, Anatole, parce que la première journée, j'ai commencé mes pronos, la troisième, j'ai fait 2 sur 9, ce qui est un désastre. Là, je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai pronostiqué, mais je dois être à 4-5 sur 9, pas plus. Oui, c'est dur à pronostiquer parce que il y a des équipes. Le problème et c'est même un problème au niveau européen, c'est que il n'y a pas de constance en France. Les clubs sont toujours branchés, à part Paris, sur le courant alternatif. Monaco, l'année dernière, finit pas européen. Cette année, ils font un début de saison fantastique. Lyon, qui a quand même un très bon budget, n'arrive plus à se qualifier pour les Coupes d'Europe. Marseille n'arrive pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, le meilleur exemple, c'est Strasbourg qui finit 6e et qui obtient sa 2e victoire au bout de 17 journées la saison dernière. Il y a un problème de constance en France qui est vraiment, je trouve, une spécificité très française et qui évidemment complique les pronos, mais enfin en même temps, c'est pas très grave. Giovanni Aubry, Ugarte a encore été énorme contre Lyon, décisif plusieurs fois et un nombre de ballons récupérés incroyable. Penses-tu que c'est la meilleure recrue de ce mercato? Je me souviens des commentaires sur Ugarte après même le premier match amical à huis clos à Boissy contre Le Havre. Tout le monde a tombé dessus que c'était une douille, une arnaque, que Campos s'était gavé sur son joueur et tout. Voilà. Et puis depuis le début du championnat, il met tout le monde d'accord. Ce qui est incroyable chez ce joueur, c'est le mouvement. Il est tout le temps en mouvement, quoi. Et il est pas feignant, hein. Il est pas feignant. Il arrête pas de courir. Et c'est quand même un joueur. Excusez-moi, je regarde mes chiens. Je sais pas ce qui leur arrive. C'est un joueur extrêmement intéressant et puis qui, au fil des matchs, prend confiance en lui. Il commence à avoir de l'impact vers l'avant. Il suffit de voir à la fois la passe D à, je sais plus si c'est Asensio ou Mbappé. Je crois que c'est Asensio. À Lyon, le penalty provoqué par son pressing sur Tolisso. Voilà. C'est un joueur extrêmement intéressant et une très très bonne surprise. Même s'il faut aussi reconnaître que 60 millions, c'est pas non plus cadeau pour un milieu défensif. Damien Nicolas, penses-tu que le FC Metz, avec tout son effectif valide et au complet, peut viser plus que le maintien, genre une première partie de tableau? Damien ou Nicolas, hein, je sais pas quel est le prénom dans les deux. Le maintien, ce sera déjà bien. Je vais paraître un petit peu pisse-froid, mais si on voit les 4 derniers buts marqués par Metz à Saint-Symphorien, il y a un tir contré de Sabali qui lobe Paul Lopez, il y a une faute de Paul Lopez sur le but de Mikotadze, et il y a 2 Lulu magnifiques, hein, certes, mais qui n'arrivent pas tous les week-ends contre Reims. Donc disons que les buts lorrains sont un petit peu euphoriques. Il faudra voir le jour où il faudra mettre des buts plus banals. Ce qui adviendra des résultats de Metz. Mais franchement, déjà, je pense que se maintenir en ayant perdu Mikotadze très récemment, ce serait déjà une très belle perf. Elias Recham, que penses-tu du pouvoir donné aux chaînes TV en Europe qui vont jusqu'à s'immiscer dans l'organisation des tirages au sort? Si la Ligue des Champions est aussi prestigieuse, c'est parce qu'elle a énormément d'argent. Si elle a énormément d'argent, c'est parce que les télés payent. Et quand quelqu'un paye, ce quelqu'un devient client. Et le but du jeu, c'est aussi de satisfaire les clients. Alors, c'est peut-être dommage pour l'équité sportive, mais ça me paraît malheureusement être quelque chose d'assez logique.